Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Jean Régina, je suis assistant aux urgences de Nyon actuellement. Puis j'ai choisi de parler aujourd'hui de la néphropathie aux produits de contraste iodé parce que c'est un thème qui revient souvent aux urgences. Typiquement, quand on a un patient de 45 ans qui n'a pas d'antécédents notables et puis qu'on veut lui faire un scanner injecté pour une raison X. Et puis c'est toujours la question, est-ce qu'il faut... souvent, on nous demande la créatinine avant. Et j'ai voulu voir si c'était vraiment quelque chose de nécessaire ou pas. Puis on verra que c'est pas toujours nécessaire en fait. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre pour des questions pendant la présentation si jamais. Je préfère faire comme ça qu'à la fin. Pour les disclosure statements, moi je ne travaille pas pour Roche, je ne travaille pas pour Philips, je travaille pas pour. Enfin, je trouve que c'est des très belles machines, mais voilà, je suis trop jeune pour recevoir de l'argent de ces firmes, donc ce ne sera pas influencé par ça. Le plan de la présentation, c'est un plan somme toute assez classique. Définition, épidémiologie et facteurs de risque, prévention et conclusion. La définition, en fait, c'est une tentative de définition parce qu'il n'y a pas vraiment de définition stricto sensu pour cette pathologie. Comme souvent, on essaye d'avoir une définition en recherche pour harmoniser un peu ce qui se fait sur un thème. Et puis là, ce qui a été retenu comme définition, c'est une augmentation de la créatininémie de plus de 50% ou d'une valeur absolue dans les 24 à 72 heures après l'exposition à un produit de contraste. Puis en fait, le problème avec cette définition qui a été utilisée pendant pas mal d'années, c'est qu'elle ne différencie pas du tout la néphropathie au produit de contraste, donc qui est vraiment causée par le produit de contraste, de l'insuffisance rénale aiguë post-injection de produit de contraste, qui est corrélée mais pas forcément causée par le produit de contraste. Et du coup, dans les derniers papiers qui datent d'il y a, on va dire, moins de 5-10 ans, ils ont rajouté un autre critère, qui est le critère d'exclure les autres causes fréquentes, on va dire, d'insuffisance rénale aiguë. Puis ce critère-là permet vraiment de différencier ces deux pathologies, donc la néphropathie au produit de contraste et l'insuffisance rénale aiguë post-conduit de contraste. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et le fait qu'il n'y ait pas eu ça pendant toutes les premières recherches, ça fait qu'il y a eu pas mal de biais dans la recherche. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour l'épidémiologie, je vais vous poser des petites questions. Je pense que c'est assez important quand on parle de ce sujet de différencier le produit de contraste injecté par voie veineuse, que nous on fait le plus fréquemment en fait pour faire des scanners ou des choses comme ça, et puis le produit de contraste injecté par voie artérielle, typiquement le cathétérisme cardiaque. Du coup, je vais vous poser deux questions, vous allez me dire ce que vous en pensez. Selon vous, quelle est la prévalence de la néphropathie au produit de contraste chez les patients qui en reçoivent par voie artérielle? Donc, entre ces quatre propositions, qu'est-ce que vous pensez, Juliane, Benjamin ou ceux qui sont là? Je sais pas, j'aurais dit 3 à 20%. C'est assez large déjà comme Ouais, spectre. c'est des fourchettes assez larges, mais B, je dirais. ok. Ouais, alors en fait, quand on prend juste la voie artérielle, c'est assez élevé, c'est quand même 5 à 30%. Donc, le plus élevé, c'est pour le cathétérisme cardiaque. Et puis maintenant, je pense que vous me voyez venir, mais si on pose la même question pour le produit de contraste par voie veineuse, qu'est-ce que vous pensez, selon les dernières données que j'ai pu trouver, hein? 1 à 5%, on va dire. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est un tout petit peu plus, c'est 2 à 10%, mais en fait, c'est une fourchette assez large parce qu'on a pas mal de biais. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est moins de 10%. Et puis, j'ai retrouvé, moi, euh, mon cours qui date de 2015, qui était donné par le néphrologue. Puis en fait, c'est un papier de 2002 où eux, ils disent que par voie veineuse, on est à 33,3%. Donc, un tiers des patients qui ont eu un scan auraient fait une néphropathie au produit de contraste. Donc, on voit que c'est des chiffres qui sont quand même vachement différents. Et voilà, donc pourquoi ces chiffres sont en baisse? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est quand même que les produits de contraste ont pas mal évolué ces dernières années. Au début, il y avait beaucoup de produits qui étaient hyper osmolaires, et puis on sait que c'est plus à risque de causer des néphropathies. Et petit à petit, on a réussi à développer des produits qui sont tout aussi bons du point de vue de l'imagerie que ça donne, mais qui sont iso ou hypoosmolaires, et ça réduit le risque de néphropathie. Donc ça, c'est une des raisons. Je pense que la deuxième raison, bah, c'est comme je vous ai dit avant, c'est les définitions qui ont changé, qui permettent d'être plus spécifiques quant à la vraie néphropathie au produit de contraste. Donc je pense que là, il y a une bonne partie de ces chiffres. C'est une étude, c'est une seule, hein, mais c'est un exemple qui vient probablement d'insuffisance rénale aiguë après injection chez des patients hospitalisés. Et on sait que ces patients, ils ont de toute façon une chance de développer une insuffisance rénale aiguë indépendamment du produit de contraste. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez eu un peu les mêmes chiffres à Genève, mais moi, quand on m'a appris ça, j'ai l'impression que c'était quelque chose vraiment de très, très prévalent et qu'il fallait y faire très attention.
Donc le contraste veineux, la corrélation n'est pas à causalité. Je pense que c'est assez important. Il y a eu pas mal de biais dans les études, comme on l'a dit, donc il n'y a pas d'exclusion systématique des autres causes d'insuffisance rénale aiguë, c'est que des études rétrospectives. Bien sûr, c'est difficile de faire un RCT parce que les patients qui ont besoin d'un scanner injecté, on ne peut pas trop ne pas leur injecter pour voir ce que ça ferait. C'est un besoin réel. Mais il y a certaines études qui suggèrent quand même que cette maladie, elle est très, 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 très rare chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque et qu'on aurait, durant les dernières années, en tout cas entre 2000 et 2015, on va dire, beaucoup grandement surestimé la prévalence de cette maladie. Je vous montre deux études là, enfin juste les conclusions de deux études. C'est des époux, c'est les époux McDonald, qui ont publié tour à tour dans Radiologie, toujours en premier et deuxième auteur, qui sont intéressés à ça. Et puis, c'est des assez grandes études. Ils ont réussi dans la première à enrôler 53 500 patients, puis dans la deuxième, à peu près 12 500 patients. Et puisque eux, ils ont fait différent des autres, c'est qu'ils ont ajusté en fonction des facteurs de risque. Ils ont fait un modèle multivarié. Donc, ils ne se sont pas juste demandé est-ce qu'un patient qui reçoit du produit de contraste fait une néphropathie ou pas, mais ils ont comparé les patients qui ont reçu un scanner avec ou sans produit de contraste. Ils ont comparé tous les facteurs de risque et ils ont essayé d'ajuster pour voir quels facteurs de risque ressortaient de manière indépendante dans le modèle multivarié. Et puis les deux études ont la même conclusion en fait, c'est que la néphropathie, pour le produit de contraste iodé, le fait de recevoir un produit de contraste iodé n'est pas un facteur de risque indépendant pour faire une néphropathie. Quand on prend tout le collectif de patients, donc bien sûr dans ce collectif de patients, il y a des patients qui seront plus ou moins à risque, mais si on prend tous les patients qui ont reçu du produit de contraste, ils n'ont pas fait plus de néphropathie de manière significative que ceux qui n'en ont pas reçu en faisant des scanners. Donc ce serait plutôt des insuffisances rénales aiguës post-produit de contraste dans leurs études. Et puis du côté des urgentistes, il y a Ryan D. Aycock qui a fait une méta-analyse avec son équipe qui a été publiée en 2018, donc qui est relativement récente et qui a pris tous les articles qui existaient sur le sujet, qui les a séparés en deux groupes, exactement les mêmes groupes que les époux McDonald's, et puis en fait qui a regardé plusieurs choses, qui a regardé comme outcome primaire, c'est l'insuffisance rénale aiguë comme défini précédemment, donc dans les 24 à 72 heures après l'injection, et puis les outcomes secondaires aussi qui sont la dialyse et la mortalité à un mois, sauf erreur. Et ce qu'on voit, enfin on ne voit pas très bien, mais on voit quand même qu'il n'y a pas de différence significative dans aucun des outcomes, ni primaires ni secondaires, entre les patients ayant reçu du produit de contraste iodé par voie veineuse et ceux qui n'en ont pas reçu, sur plus de 100 000 patients. Donc assez intéressant. Donc nous aurait-on menti? Bah oui et non en fait. Le contraste artériel, il y a un risque réel de néphropathie. Il faut bien peser la balance risque-bénéfice. Le contraste veineux, j'ai re-regardé ce qu'ils disent dans le manuel du American College of Radiology. Eux, ils disent que c'est quand même quelque chose qui existe, parce qu'il y a aussi tout le débat, est-ce que ça existe ou pas. Ils pensent que c'est quelque chose qui existe, mais que c'est vraiment une prévalence très faible. Donc il faut évaluer les facteurs de risque du patient, et que si un patient n'a pas de facteur de risque, il y a vraiment très peu de chances qu'il développe une néphropathie. Pourquoi cette différence entre le contraste artériel et veineux? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier, c'est bien sûr la dose, c'est que souvent on donne beaucoup plus de contraste par voie artérielle, notamment pour les coraux, que par voie veineuse. Un deuxième facteur, c'est le temps de dilution. Bien sûr, quand on donne pour une coro, bah, ça ira beaucoup plus vite au rein que si on injecte dans le réseau veineux et que ça doit revenir avant d'aller au rein. Et quelque chose qui a été postulé dans plusieurs papiers, mais que je n'ai pas pu trouver dans mon étude qui le démontre, c'est peut-être l'embolisation artérielle due au guide de cathétérisme, qu'on ne retrouverait du coup pas pour la voie veineuse. Ça, c'est quelque chose qui est pas sûr, mais c'est une hypothèse. Voilà. Maintenant, on va passer aux facteurs de risque. Donc, je vous ai dit que chez les patients qui n'avaient pas de facteurs de risque, c'était très, très peu prévalent. Chez ceux qui ont des facteurs de risque, il faut quand même faire attention. Le premier facteur de risque, bien sûr, c'est le patient qui a une insuffisance rénale chronique. Puisque dit le manuel de l'American College of Radiology, c'est que si on doit utiliser un cutoff, ils ne sont même pas sûrs que ça vaille le coup, mais si on doit utiliser un cutoff, ce serait 30 qui est le meilleur, celui qui est le plus validé pour l'instant. Donc, comme on voit sur ce schéma, il y a une relation inverse entre le taux de filtration glomérulaire et puis la prévalence de néphropathie. Et en fait, il y a 4 études qui sont assez vieilles, enfin, qui ont 5 ans, 5-10 ans, qui ont pu évaluer l'incidence, la relation entre l'incidence de la néphropathie et la filtration glomérulaire chez pas mal de patients, dont les deux que je vous ai présentés auparavant. Et puisque ce qu'on voit, c'est qu'en fait, chez un patient qui a plus que 45 de filtration glomérulaire, on est sûr, enfin c'est relativement prouvé, on va dire
que le contraste n'est pas du tout un facteur de risque de développer une néphropathie. Par contre, chez les patients qui ont entre 30 et 44, c'est un peu plus débattu. Il y a des études qui montrent que ce n'est pas un facteur de risque, d'autres qui montrent que c'en est un. Mais en tout cas, ça reste de manière absolue extrêmement rare. Donc même si on augmente le risque relatif, le risque absolu reste très très faible. Donc si un patient a vraiment besoin d'un scanner pour sa prise en charge, il faut quand même le faire. Les autres facteurs de risque du côté du patient, c'est la protéinurie, c'est le diabète, c'est l'âge, c'est l'insuffisance. Enfin, c'est tout en fait c'est tout ce qui va faire qu'on va aussi développer des insuffisances rénales aiguës de manière générale, donc rien de très nouveau. Et puis, comme je vous ai dit avant, il y a les facteurs de risque du côté de la technique, notamment la dose injectée, le type de produit de contraste et le site d'injection dont on a déjà parlé avant. Donc ça, c'est pour les facteurs de risque qui est connu de développer cette néphropathie. Maintenant, si on revient à la question du début, quand est-ce qu'on devrait mesurer la créatinine chez un patient? Ça, c'est aussi adapté de ce fameux manuel de radiologie. Ils ont fait tout un manuel en fait, sur tous les produits de contraste et puis ce qu'on sait à peu près, ce qu'on sait en 2020 de l'état de l'évidence. Et puis en fait, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le cas où on n'a pas eu une mesure récente de la créatinine donc dans les 30 jours. Et puis le deuxième, c'est le cas où on a eu une mesure récente. Si on n'a pas eu de mesure récente, en fait, il y a plusieurs critères qui font qu'on a un risque chez les patients d'avoir une créatinine élevée sans l'avoir mesurée récemment. Ça a été bien montré par Choki et al. Il y a très longtemps. Eux, ils avaient fait une étude où ils ont justement pris ces critères, ils ont regardé les patients aux urgences qui en avaient ou pas. Puis en fait, si les patients n'ont aucun de ces critères, on peut être relativement sûr qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale. C'est 99,9% de sensibilisés pour une insuffisance rénale chronique qui serait inconnue. Donc, si le patient a plus de 60 ans, a un antécédent personnel de maladie rénale ou d'opération rénale ou n'importe quoi au rein, en fait, a une hypertension ou un diabète, il faudrait doser la créatinine et calculer le débit de filtration glomérulaire avant de pouvoir faire une imagerie, toujours dans le cas d'une imagerie veineuse, bien sûr. Par contre, si le patient n'a aucun de ces facteurs de risque, on pourrait se passer de ce dosage et puis faire le scanner. Et puis quand je vous parlais d'un cas aux urgences d'un patient de 45 ans qui est en bonne santé, qui n'a rien de connu au niveau rénal, qui n'a pas d'hypertension et pas de diabète connu, normalement, on pourrait le scanner sans avoir besoin d'attendre la créate, même sans faire de créate si on pense que ce n'est pas nécessaire. Souvent, on l'a fait, mais disons, ça peut quand même faire gagner un petit peu de temps sur le scanner, éviter d'attendre 1 heure le premier résultat de la créate pour envoyer le scanner, vu que ici, le gazomètre des urgences ne donne pas la créate. Et puis, dans le cas où on a eu une mesure récente dans les moins de 30 jours, en fait, on va juste regarder s'il y a une raison que cette créatinine ait pu changer ou pas. Donc, si le patient a été hospitalisé, une nouvelle hospitalisation, là, on va quand même refaire une créate, mais en général, elle aura déjà été faite à l'entrée. Ou s'il y a un des nouveaux facteurs de risque que je vous ai cité juste avant. Et s'il n'y a pas ça, en fait, on peut utiliser la dernière mesure qui est fiable pour décider de si on veut scanner ou pas le patient. S'il y a un de ces facteurs, pareil, on devra remesurer la créatinine. Et en fait, en appliquant ces critères qui sont somme toute assez simples, on peut réduire de pas mal, de bien 25-30% les mesures de créatinine plasmatique avant de faire des scanners. Le dernier sujet dont je voulais parler avec vous, c'est la prévention de cette néphropathie aux produits de contraste quand on est soit avec des patients qui sont plus à risque parce qu'ils ont moins de 30 ou bien entre 30 et 60 si on n'est pas très à l'aise quand même de faire un scanner puis qu'on veut essayer de diminuer l'incidence. La mesure la plus communément faite, c'est l'hyperhydratation, qui est un peu embêtante pour un point en particulier, c'est qu'il faudrait la commencer 6 à 12 heures avant le scanner, à peu près à 100 ml/h de NaCl 0,9%. Et du coup, chez les patients qui sont qui viennent d'arriver aux urgences, on ne peut pas vraiment, ou bien il faudrait attendre assez longtemps avant de les scanner. C'est vrai qu'en général, quand il y a un patient aux urgences qui a besoin d'un scanner, il faut le scanner assez vite, donc ça ne joue pas trop. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour les patients à l'étage qui auraient besoin de scanner un peu moins urgemment, où on pourrait commencer sur la nuit avant de faire le scanner au matin, par exemple. Mais en fait, il y a une étude qui a été publiée assez récemment dans le Lancet qui a pris 600 patients. C'était une étude de phase 3 randomisée contrôlée et qui n'a pas démontré d'infériorité de la non-hyperhydratation. Donc, c'était une étude de non-infériorité qui a montré des outcomes similaires entre les patients qui ont reçu une hyperhydratation et ceux qui n'en ont pas reçu. Et puis, ce n'était pas une étude de non-infériorité où ils ont pris 15% de différence. C'est une étude où ils ont pris 2,1% de différence. Donc, je pense que c'est quand même assez fiable ce qu'ils ont pris comme différence. Donc, c'est encore
assez souvent fait à pas mal d'endroits, mais les dernières données nous montreraient que ce serait inutile. Et puis après, il y a toutes les autres molécules qui ont été essayées, N-acétylcystéine, mannitol, il y en a eu plein d'autres, mais j'ai regardé pas mal de choses, il n'y a rien qui a montré d'effet bénéfique pour prévenir cette néphropathie. Donc, en fait, moi, à l'état des lieux actuels des connaissances, je pense que je ne ferai rien. Je pense que la mesure de prévention la principale, c'est plutôt de vraiment bien évaluer l'indication si on a un patient qui est à risque de développer cette néphropathie au produit de contraste. Donc voilà, c'était assez court, on arrive déjà aux conclusions. Les conclusions, c'est qu'il faut bien différencier le site d'injection avec produit de contraste artériel, où c'est quand même une maladie qui est fréquente, qui doit vraiment être considérée dans la balance bénéfice-risque d'une intervention. Après, c'est sûr, quand on fait des coraux, en général, le bénéfice attendu est quand même relativement important, donc ça penche quand même fortement en faveur du bénéfice. Et de l'autre côté, il y a le produit de contraste veineux que nous, on fait plus souvent en tant qu'interniste à l'étage aux urgences. C'est une maladie qui existe, mais qui est rare. C'est ce que dit le Collège américain des radiologues. Chez un patient qui n'a pas de facteur de risque et qui a plus de 30 de débit de filtration glomérulaire, c'est vraiment un risque qui est minime, qui ne devrait pas contre-indiquer un scanner injecté qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Une mesure de la créatinine plasmatique n'est pas toujours nécessaire, ça c'est plutôt pour les urgences. Chez un patient qui n'a pas de risque et qui est en bonne santé habituelle, on n'a pas forcément besoin de mesurer avant de pouvoir injecter un scan. Et puis ce qui serait intéressant, c'est de faire des études prospectives avec les nouvelles définitions, donc d'inclure les autres causes d'insuffisance rénale aiguë dans la définition pour voir si on obtient les mêmes conclusions, parce que les données sont malgré tout assez hétérogènes. Mais voilà, c'est un peu ce qui ressort. Puis en fait, ça fait plusieurs années quand même que ça va de plus en plus dans ce sens-là. J'ai regardé les différents manuels, ils en sortent un tous les 2 ans à peu près, le collège de radiologie. Puis en 2018, c'était déjà comme ça. En 2020, ils ont repris les mêmes conclusions, mais en intégrant, en mettant une formulation qui est encore plus sûre d'eux. Donc je pense qu'on va continuer à aller dans ce sens-là, même si l'évidence est pour l'instant imparfaite. Voilà. Ça, c'est les sources que j'ai utilisées. Il y a juste une petite erreur sur la version de 2020 de la Serial Manual Unconscious Media. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, si ça vous surprend, si c'est